Alors, merci. Alors, guide de pratique clinique, mode d'emploi pour le clinicien. Pas besoin de vous dire que le territoire de la pratique médicale est vaste, un peu comme celui du Québec. Ça nous prend une carte pour avoir des repères, des balises pour, si on veut explorer ce territoire-là. En passant, il y a plusieurs zones de déserts médicaux au Québec, avis aux intéressés. Alors, liens d'intérêt ont déjà été mentionnés, co-auteur des lignes directrices, pas de conflit avec l'industrie pharmaceutique et co-auteur d'une revue systématique sur l'efficacité des statines en prévention primaire. Donc, un lien d'intérêt intellectuel, un peu affectif aussi. Donc, les objectifs de la courte présentation, c'est apprécier la valeur d'un guide de pratique clinique, interpréter et appliquer les recommandations à la pratique clinique. Parce qu'il y a une grande variabilité de la qualité et de l'actualité des guides de pratique. Donc, ça nous prend, il faut être des consommateurs, des utilisateurs avertis face aux recommandations. Toutes les recommandations ne se valent pas, loin de là. Alors, les guides de pratique clinique, énoncés, développés de façon systématique, le mot est important ici, on va y revenir, systématique, pour aider les professionnels et les patients à prendre des décisions. Donc, idéalement, il faut des outils aussi pour les patients, pour ce qui constitue des soins appropriés dans des circonstances spécifiques, donc des questions précises. Alors, comme la qualité des guides varie assez grandement, je pense qu'il ne faut pas suivre aveuglément et bien choisir notre guide et toujours regarder où on met les pieds, même si on a un guide devant nous. Alors, il faut aller voir un petit peu dans un premier temps, on se tourne vers un guide de son pays le plus actuel possible, c'est normal. Il faut avoir idée un peu de comment se développe un guide pour pouvoir faire cette démarche-là d'appréciation. D'abord, on va regarder rapidement le qui, quand, comment, le quoi et le pourquoi du guide de pratique. Alors, le qui est le commanditaire du guide? Première chose. Alors, je peux vous dire qu'il y a différents commanditaires et tous les commanditaires sont pour la vertu, c'est-à-dire améliorer la qualité des soins, l'utilisation judicieuse des produits qu'on a mis en vente pour la pharmaceutique. Alors, tout le monde est pour la vertu, mais il y a d'autres motivations derrière les guides de pratique. Même si on regarde du côté des agences gouvernementales, on peut avoir une préoccupation qui se comprend, mais de rationaliser les coûts. Du côté des associations professionnelles, on veut bien établir son influence aussi, sa façon de faire, que ça soit reconnu, avoir une influence sur les décisions publiques, dans les choix de technologie et autres. L'industrie du médicament, bien sûr, veut vendre son produit. L'agenda est assez clair aussi. Et ce qu'on s'est rendu compte, quand les guides sont commandités par l'industrie, souvent, il y a des conclusions plus favorables. On voit ça aussi dans les grandes études. Une tendance à avoir des résultats qui sont plus souvent positifs, ceux qui sont publiés en tout cas. Alors, premier signal d'alarme, si les commanditaires ne sont pas identifiés clairement, d'où viennent ces recommandations, c'est commandité par qui? Et si les commanditaires sont des sociétés qui reçoivent des montants substantiels de l'industrie, attention. Parlons un peu des experts qui sont derrière l'élaboration des recommandations. Ce qu'on se rend compte, et des études là-dessus aussi, que les spécialistes contribuent 3 fois plus souvent que les médecins de famille au guide de pratique en soins primaires et rapportent 2 fois plus souvent de conflits d'intérêts. Ce qui est important, c'est que comme 50% des recommandations environ des guides de pratique se fondent sur des données probantes de qualité faible à très faible, soit consensus d'experts, faute de mieux au niveau de la littérature scientifique, on comprend qu'à ce moment-là, le rôle des experts est déterminant. Donc, les valeurs, les priorités des experts peuvent se traduire évidemment dans les recommandations. Encore là, quelques signaux d'alarme. Experts d'une seule discipline. Alors, c'est sûr que si on parle de statine, on veut des cardiologues, des lipidologues, pourquoi pas, mais pourquoi pas aussi des internistes, des médecins de famille, pharmaciens, on peut infirmières praticiennes, etc.,
élargir la perspective. On ne veut pas des gens qui pensent tous de la même façon, qui ont la même façon de faire, des fois des idées bien établies, difficiles à ébranler. Alors, attention si c'est seulement, on veut de la multidisciplinarité dans ça. Attention si les membres des comités de nombreux conflits d'intérêts. S'il n'y a pas d'experts en méthodologie, il faut des gens qui sont très bien formés en recherche documentaire, en appréciation, donc des gens en épidémiologie, santé publique, pourquoi pas. S'il n'y a pas du tout d'experts médecins, dans la vocation, on veut que ça sert les patients, donc représentants de la société, représentants de patients. Les Anglais ont compris ça depuis longtemps, c'est déjà partie prenante de beaucoup de leurs guides. Et enfin, s'il n'y a pas de revision externe, un guide a été fait, il n'a pas été envoyé dans la communauté ou testé pour avoir des commentaires ou des ajustements, alors attention là aussi. Le quand-comment maintenant du guide de pratique, il y a des façons de faire bien établies un guide de pratique. C'est fini le temps où quelques experts se réunissaient, comme on dit chez nous, autour d'une table dans un endroit de villégiature pour décider des recommandations pour les médecins de première ligne. On a des standards maintenant bien établis, comme lorsque vous voulez soumettre un projet de recherche ou publier. On doit respecter, pour assurer une clarté, une transparence, une indépendance, une rigueur, des critères de développement du guide. Alors, il existe des critères AGRI qui sont bien connus, qui sont en lien avec l'Institut de médecine aux États-Unis. Première étape très importante dans un guide de pratique, le comment, c'est de faire une revue systématique de la littérature. Le mot est important, donc on est dans l'exhaustivité. C'est le moment de rechercher l'ensemble des données sur une question clinique précise, de juger de la qualité de ces données-là, d'en faire une synthèse, donc d'apprécier à juste titre. Alors ça aussi, il y a une façon de faire une bonne revue systématique de l'efficacité et de l'innocuité qui nous intéresse toujours aussi. Les erreurs les plus fréquentes à ce niveau-là, des fois, on laisse échapper de la littérature récente, surtout. Si ça prend du temps à faire une revue systématique, un guide de pratique. Alors, si le guide de la Société cardiologie est publié en 2019, bien, la littérature allait jusqu'en 2017. Vous comprenez qu'on est en 2023. Il faut regarder donc la date de la revue littérature, puis aller s'informer s'il y a eu des études plus récentes depuis le guide de pratique. Attention aussi, il y a une tendance à mal évaluer la qualité des études. C'est un essai clinique randomisé, donc c'est une bonne étude. Il faut quand même apprécier la qualité de cette étude elle-même, là. Mal interpréter les résultats, donc de bien mettre en balance les bénéfices et les risques, de regarder la concordance entre les études, de regarder la taille de l'effet, l'ampleur de l'effet, sa précision. Il faut vraiment donc décortiquer les résultats et aussi bien interpréter l'applicabilité des résultats. Le quoi et le pourquoi, on arrive aux recommandations comme telles, à l'appréciation de la qualité des preuves. Le système qui est le plus reconnu internationalement, c'est GRADE. Faut vraiment porter attention. Chaque guide de pratique, ou presque, avant la standardisation de GRADE, propose des chiffres et des lettres. Et il faut décoder les chiffres et les lettres. Ils n'ont pas tous la même signification selon les guides. GRADE assure une certaine harmonisation dans ce sens-là. Alors, on fait un lien très important entre la qualité des preuves et la force des recommandations. Plus ta qualité des preuves est bonne, plus tu peux te permettre une recommandation forte, bien sûr. Mais de bien faire les liens entre les deux, comment faire ça? Bien, la qualité des preuves, c'est oui le type d'étude, sa qualité méthodologique, mais de bien évaluer l'importance des bénéfices et des risques, la concordance entre les études, l'applicabilité des résultats. Est-ce que c'est des résultats intermédiaires ou c'est des résultats qui concernent la morbidité, la mortalité? C'est ce qui nous intéresse. On veut changer la qualité de vie, le devenir de nos patients. On ne veut pas seulement améliorer des paramètres de laboratoire. Est-ce que les études vont dans le même sens, etc. Donc, c'est la qualité des preuves. Et à ce moment-là, selon cette qualité-là, on va émettre une force des recommandations. Bien, la force des recommandations, elle s'appuie sur cette qualité de preuve, bien sûr, mais elle aussi va encore juger la balance des bénéfices et des risques.
Elle va juger aussi de la variabilité des valeurs, des préférences des patients. Hein? On est une société pluraliste, les gens ne pensent pas de la même façon, n'accordent pas la même importance à certains effets secondaires ou aux effets bénéfiques, à l'équilibre entre les deux. Donc, on essaie de plus en plus d'avoir le pouls de la population ou des valeurs des individus autour de ça. L'utilisation judicieuse des ressources, les coûts, étant donné des ressources limitées ou tout ça, ce n'est pas à n'importe quel prix non plus. Donc, une recommandation forte, les bénéfices dépassent largement les risques, les valeurs, les préférences des patients sont clairement établies. Les forces des recommandations faibles, les bénéfices cliniques ne sont pas clairement démontrés, sont modestes ou le rapport bénéfice-risque n'est pas favorable. Les valeurs des patients varient considérablement. Donc, une recommandation forte, pas beaucoup ou peu de questions à se poser dans le sens que la recommandation s'applique généralement à la grande majorité des individus. Donc, nous recommandons, vous devriez faire ça. Certains disent vous devez, mais vous devriez appliquer ça jusqu'à preuve du contraire. Si une recommandation est faible, et la majorité, de plus en plus, vous allez voir que c'est des recommandations faibles, les choix peuvent donc différer en fonction des patients. Les cliniciens devraient aider le patient à prendre une décision en accord avec ses besoins, ses valeurs, ses ressources. Des outils d'aide à la décision facilitent. Et c'est là la place d'outils d'aide à la décision. On va y revenir. À ce moment-là, une recommandation faible, ce n'est pas sur le même pied qu'une recommandation forte. Vous pouvez appliquer cela. Prise de décision partagée, on a entendu beaucoup parler. C'est en train de s'installer beaucoup dans la pratique chez vous. Je suis content de voir ça. C'est vraiment l'intégration de l'approche centrée sur le patient qui est notre marque de commerce, notre partie très importante de notre façon de soigner, avec la médecine fondée sur les preuves. Est-ce que nos guides de pratique intègrent la prise de décision partagée? Est-ce qu'ils nous fournissent des outils? Eh bien non, très, très peu. Beaucoup de gens, tout le monde dit faites une décision partagée avec les patients, mais peu nous donnent des outils pour le faire. C'est comment faire ça efficacement, avoir la bonne information à portée de main. En fait, une feuille recto-verso, ça existe de plus en plus pour soi-même s'approprier comme il faut des données et pouvoir les illustrer et commenter aux patients. Alors, les guides de pratique, 50%, tous les guides de cardiologie au monde ont été revisités, mentionnent l'importance de la prise de décision. Donc, il y a une mention, mais très peu fournissent un outil. Alors, quelques mots, deuxième partie, les lignes directrices simplifiées sur les lipides. C'est en accès libre sur le web, en français et en anglais, qui viennent d'être publiées dans le Médecin de famille canadien, qui est une revue indexée. On a un travail de quelques années pour produire ces lignes directrices-là. Et ce qui est particulier de ces lignes-là, c'est vraiment par des gens de première ligne pour des cliniciens de première ligne. C'est des guides qui sont fondés sur la méthodologie de l'Institut de médecine aux États-Unis, donc se rapproche du AGREE, et toutes les preuves ont été évaluées et formulées selon GRADE. On a fait des revues systématiques de revues systématiques. Donc, on appelle ça une revue systématique parapluie qui essaie d'embrasser toutes les revues systématiques. Il y a beaucoup de revues systématiques sur les classes thérapeutiques, tous les hypolipémiants. On retrouve énormément de revues systématiques. Fait qu'on s'est dit, on va passer par l'appréciation de cet ensemble de revues systématiques-là jusqu'en 2022. Et comme on continuait le travail en 2023, les nouveaux essais cliniques randomisés publiés en 2023, il y en a eu 3 ou 4 importants, ont été intégrés dans le travail aussi. Aucun lien avec l'industrie pharmaceutique, focus sur la prévention primaire et ça ne concerne pas les gens qui ont une hypercholestérolémie familiale. Et on parle un peu de la prévention secondaire, c'est-à-dire des gens qui ont déjà eu des événements cardiovasculaires, mais l'emphase est mise sur la prévention primaire et sur des résultats d'études orientés vers les patients. Je vous parlais de morbidité et mortalité. Et on a voulu faire des lignes directrices simplifiées, pas simplistes, mais simplifiées, faciles à utiliser, en fournissant un résumé pratique pour le praticien et un outil de partage avec le patient. Voilà notre défi. 2 panels.
un comité d'évaluation des données probantes et un panel qui émet les lignes directrices selon grade. Et vous retrouvez dans ce panel-là médecins de famille, médecine interne, infirmières, pharmaciens, patients, pharmaciens, méthodologistes, assistants de recherche. Voilà. Déclaration de conflit d'intérêts, revue de la littérature, ce que je vous ai bien précisé tout à l'heure, et il y a un article compagnon avec la publication qui explique toute la démarche de recherche des preuves. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus d'explicitation de la synthèse des évidences. C'est intéressant des fois de dire, vous me faites une recommandation, mais est-ce qu'il y a un tableau qui résume les évidences? En anglais, on dit « show me the evidence ». On veut des fois, pas tout le temps, mais à l'occasion, si c'est important, je veux voir le travail qui a été fait, sommairement, mais dire pour une photo qui a eu vraiment une appréciation de la littérature. Et ça a été donc 67 revues systématiques, 6 essais cliniques randomisés, plusieurs centaines de milliers de patients pour les différentes classes de médicaments hypolipémiants. Et ce qu'on s'est rendu compte, peu de surprise, mais statine, seule classe de médicaments qui a démontré un impact sur la mortalité. On parle de 25 des événements cardiovasculaires au sens large et 10 de diminution de la mortalité. Statine à dose modérée, à dose élevée, 35 au lieu de 25 Il y aura un bénéfice supplémentaire avec la dose élevée. On a eu plusieurs surprises, plus ou moins, mais pour vous dire que fibrate, on n'a pas d'impact sur la mortalité, pas de valeur ajoutée à mettre avec une statine. Ézétimide, très, très peu de données en prévention primaire. C'est un pis-aller, dans le sens qu'il va être surtout utile en ajout pour des cas, donc, de prévention secondaire. PCSK9, on parle des cas de famille d'hypercholestérolémie ou des gens à risque très, très, très élevé qui continuent d'avoir événements coronariens sur événements coronariens. Et oméga 3, niacine, résine, pas de bénéfice démontré. Fait que ça serait difficilement explicable en 2023 d'utiliser ces molécules-là. Pas de bénéfice démontré sur morbidité et mortalité. Donc, message clair, statine. Qualité des preuves modérée. Il y a certaines variations limites dans les études, beaucoup de financement de l'industrie, données des fois incomplètes, des mesures des résultats différentes, etc. Beaucoup de mélange entre la prévention primaire et secondaire. Des fois, c'est difficile de départager. Tout ce qui s'applique à la secondaire ne s'applique pas nécessairement à la primaire. Donc, c'est pour ça qu'on a mis qualité modérée. Voici quelques recommandations clés. Dépistage chez les hommes de 40 et les femmes de 50 ans. Bilan lipidique non nécessairement à jeun. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit à jeun. Estimer le risque cardiovasculaire pour les personnes en prévention primaire. Pour les personnes en prévention secondaire, pas besoin d'estimer le risque. Il est très élevé. Donc, pas besoin de faire les calculs, scores et tout ça. Il est d'emblée à risque très élevé. Voici recommandations précises. Prévention primaire. Patients avec risque cardiovasculaire à 10 ans de plus de 20 Nous, on utilise le score de Framingham. On va vous montrer tantôt, l'outil permet d'utiliser le score Framingham ou le score de chez vous, puis de mettre pour la France aussi. Donc, je vous parle ici. Donc, pour nous, les patients à risque donc élevé, nous recommandons de discuter l'initiation d'une statine à dose modérée ou élevée, à élevée. Pour un patient à risque cardiovasculaire intermédiaire, donc modéré, nous suggérons de discuter l'initiation d'une statine. Si vous le faites, c'est à dose modérée. Ne pas utiliser des médicaments hypolipémiants autres que des statines en monothérapie ou en combinaison avec des statines en prévention primaire chez des gens non hypercholestérolémiques familiales. Nous recommandons de ne pas cibler de seuil et de ne pas répéter de routine le profil lipidique suite au traitement. Cela peut vous surprendre un peu plus. Donc, fini de faire à répétition des bilans lipidiques annuels et tout ça. Une fois que la dose est installée, évidemment qu'on s'assure de l'observance, ça ne veut pas dire de le faire à l'occasion, mais ne pas faire ça de routine. C'est non nécessaire de faire des contrôles si la dose modérée chez un patient à risque modéré est bien établie. Et pourquoi donc, du côté de la Société de cardiologie européenne, on conserve les cibles de traitement et
malgré qu'ils reconnaissent qu'il n'y a pas de données pour le faire, je n'ai pas fait la traduction pour respecter le verbatim en anglais, on choisit quand même d'adopter des cibles, même s'il y a très, très peu d'essais cliniques randomisés qui ont testé les fameuses cibles. Ce n'est pas fait comme ça, les études, mais pour simplifier, on aime mieux donner un seuil, c'est facile à retenir pour les médecins de première ligne. Peu importe le motif, mais on vous dit bien que nous, comme on a vraiment fouillé la littérature puis on a constaté que les essais n'étaient pas faits comme ça, c'est souvent des effets à dose fixe, soit modérée, soit dose élevée, et on n'a pas trouvé d'études qui prouvaient que de travailler avec les cibles améliorait le devenir plus que les doses fixes de statine. Alors, il y a tout un argumentaire là-dessus que vous retrouverez dans les documents. Je n'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui, mais on voit la grande distinction entre l'approche centrée patient, l'approche centrée organe ou résultat intermédiaire ou cible. Nous, on essaie de travailler avec le risque global du patient et quelles sont les différentes options face à son risque pour modifier sa morbidité. Donc, on veut des médicaments qui diminuent les événements cardiovasculaires. Et c'est ce que propose un peu la philosophie des lignes simplifiées. Les gens aux États-Unis, le US Task Force et les vétérans aux États-Unis vont dans cette même dynamique-là. L'autre approche, c'est on veut atteindre une cible de traitement. On veut un médicament qui diminue les LDL pour atteindre une cible de traitement, des cibles lipidiques. Et on espère que ça améliore, on est sûr que ça va améliorer la morbidité et mortalité, mais on a une approche ciblée sur les lipides, sur le contrôle des LDL. Donc, je termine. Les lignes directrices simplifiées, il y a un algorithme de traitement sur 2 pages. On a bien identifié est-ce qu'on est à risque faible, modéré ou élevé avec votre outil de stratification. Et à ce moment-là, si on on estime le risque, donc si on met le profil de la patiente, on a un outil d'aide ici à la décision. On rentre les caractéristiques du patient qu'on a vu tout à l'heure, Mme Statine. J'ai mis tous ces paramètres à gauche et apparaît son risque. Ici, c'est le score de Framingham. Alors, chez vous, sur le score, Framingham, il regarde aussi des AVC, l'angine, l'insuffisance cardiaque. Il va plus large que les événements coronariens et la mortalité. C'est pour ça qu'il y a plus d'événements. Mais on peut le faire avec l'outil, avec votre outil SCORE, mais de bien regarder les résultats. Mais donc, il est à risque modéré. On parle, madame, quelqu'un qui a votre profil, il y a environ 27 personnes sur 100 qui vont faire un événement dans les 10 prochaines années. On a plusieurs options de traitement face à ça. Et à ce moment-là, le fait d'arrêter de fumer, si vous arrêtez de fumer, par exemple, on pourrait éviter environ une dizaine d'événements. Donc, 10 personnes de moins vont faire un événement si ça va arrêter de fumer. Souvent, les patients sont comme surpris de l'ampleur de cet effet-là d'arrêter de fumer, de le visualiser comme ça, de dire, moi je dis en blague un peu, ça vaut 2 pilules, madame, là. Il n'y en a pas mieux que ça dans nos médicaments pour améliorer votre... Donc, on offre déjà un choix plus large que ma statine, là, à tout prix. Donc, et si on prend la diète méditerranéenne, que vous connaissez bien, mais qui est moins établie chez nous, bien, on peut quand même éviter pas mal d'événements en changeant sa diète. Ah, mais la diète méditerranéenne, c'est quoi? Bien, on a même un outil pour lui donner, pour aider à illustrer la diète méditerranéenne, l'accompagner là-dedans. Revenons à notre propos de la statine. Donc, on voudrait l'option statine à dose modérée, bien, ça nous permet d'éviter, encore là, 8 événements sur les 100 patients qui prennent la statine. Donc là, le patient qui suit très bien va dire, bien, est-ce que j'espère que ça va être moi, les 8 personnes, je vais être parmi les 8, mais on comprend bien qu'on ne peut pas assurer que c'est vraiment parmi 100 patients. C'est ce qu'on peut dire de mieux pour l'efficacité de la statine. Et donc, sur le site, vous pouvez imprimer cet outil-là, le donner à la patiente ou le mettre dans votre dossier, parce qu'il y a un document pour le patient qu'on peut lui remettre à ce moment-là. Ça, c'est la suite de notre algorithme. Donc, si on donne la statine, bien, on veut la statine à dose modérée et un patient qui a 20 % de risque. Si on donne une intensité modérée, on diminue de 25 %, comme je vous disais, mais en valeur absolue, c'est 5 %.
Donc, son niveau de risque se retrouve à 15 au lieu de 20 Donc, on a tout, sans avoir plein de chiffres et de calculs à faire, vous l'avez tous dans votre visuel. Et on peut l'exprimer aux patients en chiffres au besoin. Certains patients n'ont pas besoin des chiffres non plus. Je vous comprends, docteur, puis ça y est, tout ça. Et il y a un document pour le patient aussi, en deux pages, une page recto-verso. Voici tout ce que vous pouvez faire pour améliorer votre risque cardiovasculaire. Arrêter de fumer, faire de l'activité physique, hein, toujours nos messages là. Puis on le continue même s'ils prennent la statine. On n'arrête pas ces messages-là parce que plusieurs abandonnent leur diète parce qu'ils ont la statine. Bien, maintenant, je peux manger ce que je veux. C'est pas, hein, on essaie de enlever cette fausse logique-là. Et à ce moment-là, même l'efficacité des statines est un peu expliquée aux patients et les risques aussi, qu'on n'a pas le temps de parler aujourd'hui, mais qui sont mineurs dans l'ensemble au niveau des statines. Je termine. En résumé, les recommandations doivent faire l'objet d'une analyse critique. Hein, et les guides de pratique sont des aides à la décision, donc pas des recommandations à prendre au pied de la lettre, ni un livre de recettes. Alors, la carte n'est pas le territoire. Le réel terrain, c'est vous et votre patient. Merci.